Je viens avec cette présentation pour discuter de la possibilité de faire un vaccin contre la maladie COVID-19, le virus SARS-CoV-2. Alors, pour faire ce vaccin, j'ai d'abord discuté de quelques détails, faire un petit rappel de qu'est-ce que c'est la réponse immunitaire, ensuite parler du vaccin, comment faire le vaccin contre le SARS-CoV-2, ce sont les propositions que j'ai et la matière de faire. Pourquoi le vaccin contre le SARS-CoV-2 est-il important? Ensuite, est-il sûr de participer aux essais cliniques du vaccin contre le SARS-CoV-2? C'est-à-dire que est-ce qu'on ne court pas de risque en étant candidat de participer, de tester ce vaccin? Alors ensuite, ici, la priorité. Quelle région fait le vaccin? Qui doit être prioritisé? Qui doit recevoir ce vaccin en priorité? Alors, le système immunitaire, c'est quoi le système immunitaire? C'est un ensemble d'organes et de processus de l'organisme qui fournissent une résistance aux infections et aux toxines. C'est-à-dire, si vous prenez comme un pays, vous avez l'armée qui est là pour protéger le pays. En fait, c'est ça le système immunitaire par rapport à nous, notre corps, notre organisme, par rapport aux infections. Nous avons une armée qui est en notre sang qui nous protège. Alors, comme vous le voyez là, vous avez le bonhomme ici. La première barrière de notre organisme avec l'environnement, c'est la peau. La peau nous protège. Cette peau-là, une fois elle a franchi, on a le système lymphatique et le système immunitaire composé de cellules et des molécules qui nous défendent. Là, vous avez donc les organes qui participent à cette armée, le thymus, la rate, le système lymphatique qui est constitué des ganglions lymphatiques. Ce sont des petites nodules que vous voyez tout au long du corps. Vous les avez ici, vous les avez là, et les nerfs lymphatiques où circule le lymphe. Et vous avez la moelle osseuse. Ça, c'est là tout commence. Je vais vous montrer. Alors, vous avez dans la moelle osseuse, vous avez la cellule souche, pardon, c'est en anglais, mais bon, vous allez comprendre. Les cellules souches qui sont dans la moelle osseuse, ces cellules souches sont dites pluripotentes, c'est-à-dire que selon le signal qu'elles vont recevoir, elles vont pouvoir se transformer en une cellule spécifique d'un type ou d'un autre. Donc, si nous prenons une cellule souche dans la moelle osseuse, qu'est-ce qui se passe? Elle peut se différencier en deux lignées. Là, parlons d'abord de la lignée myéloïde. Cette lignée, elle se développe pratiquement à l'intérieur de la moelle osseuse. Selon les cytokines, ce sont les molécules des messagers chimiques dans le corps qui demandent à ces cellules pluripotentes de se transformer en telle ou telle autre cellule. Selon le signal que ces cellules reçoivent, elles vont pouvoir se différencier et devenir spécifiques à une tâche dans le système immunitaire. Ces cellules myéloïdes, elles peuvent se transformer en cellules sanguines, transporter l'oxygène, ce sont les globules rouges, ou bien elles peuvent se différencier en d'autres cellules, les neutrophiles, qui sont des cellules blanches dans le sang et qui ont le rôle de participer dans l'élimination des pathogènes. Si on prend une neutrophiles, c'est à cause de la couleur. Quand on les peint avec des colorants spécifiques au laboratoire, elles donnent cette couleur-là. D'ailleurs, c'est pourquoi le nom neutrophile. Elles sont de couleur neutre. Après, vous avez les éosinophiles qui sont un peu acides. Vous avez les basophiles de couleur plus basique, donc sombre. Et vous avez les mast cells. Celles-là, elles sont aussi de cette lignée-là. Ensuite, vous avez les monocytes, par rapport à leur noyau,
parce que le noyau est unique. Et ces monocytes-là peuvent se différencier aussi plus tard en cellules dendritiques, que je vais vous montrer plus tard, ou en macrophages. Macrophages, ce sont des cellules qui vont manger, comme le nom le dit, macro-manger, phagocyté. Alors, la même cellule souche recevant des signaux différents, les cytokines, vont pouvoir se différencier aussi en lignée lymphoïde. Alors, cette lignée-là est possible en 3 principales cellules. La première, c'est natural killer. C'est des cellules, comme le nom le dit, natural killer, elles tuent. Tout ce qu'elles savent faire, c'est de tuer. Les cellules qui sont à l'œuvre, par exemple, dans les cancers, elles reconnaissent les cellules cancérigènes et les tuent. Elles sont très très bonnes pour ça. Ou des cellules qui sont infectées, qu'elles tuent. Elles tuent en sécrétant la perforine qui va percer les cellules et les vide de leur contenu, les cellules meurent. Et vous avez les cellules T aussi. Ces cellules T, pourquoi le mot T? Parce que une fois qu'elles commencent à développer dans de la moelle osseuse, elles vont passer dans le thymus où elles vont finir leur développement en tant que cellules progénitrices et migrer au niveau des ganglions. Il y en a beaucoup dans les ganglions, il y en a ici au niveau de la rate. Ces cellules T différencient en 2 catégories. Les TH, ce sont des cellules T qui aident, T helper, qui aident les autres cellules à bien fonctionner. Par exemple, elles aident les cellules B à reconnaître leurs antigènes, les antigènes parfaitement pour pouvoir produire les bons anticorps. Ensuite, elles peuvent aussi différencier en cellules TC, cytotoxiques, c'est-à-dire ce sont des cellules T qui tuent toutes cellules infectées ou cellules cancérigènes et les tuent. Cette même souche lymphoïde pourrait aussi se différencier en cellules B, qui sont, pourquoi B? Parce qu'elles ont été trouvées pour la première fois dans la bourse des oiseaux, alors qu'on a donné le nom B. Bon. Elles peuvent se différencier en 2 catégories. Plasma cell, c'est-à-dire qu'elles deviennent une usine à fabriquer les anticorps, ou elles peuvent faire la mémoire. Et là, c'est la base de la vaccination. On en parlera plus tard. Ensuite, c'est quoi la réponse immunitaire? Là, on avait le système immunitaire. C'est quoi la réponse immunitaire? La réponse immunitaire, c'est la réaction dans l'organisme dans le but de le défendre contre les envahisseurs étrangers, tels que les virus, les microbes, les parasites et autres choses. Tout ce qui est étranger, dès que le corps reconnaît que c'est pas de lui, il élimine. C'est ça la réaction immunitaire. Et comment elle se passe? Il y a 2 phases. Une réaction immunitaire primaire, qu'on appelle aussi réaction immunitaire innée, on est né avec. Elle implique les cellules. Les cellules, les macrophages, les monocytes qui font la phagocytose. Vous avez aussi les cellules B qui interviennent ici, mais de manière non spécifique. Alors, donc les macrophages, les cellules dendritiques, les cellules B. Les cellules B ici, elles ont un répertoire au niveau de récepteurs qui viennent pour tester les antigènes présents pour voir si le récepteur reconnaît parfaitement l'un des antigènes. Je vous montrerai plus tard qu'est-ce que c'est que l'antigène. L'antigène, c'est l'envahisseur. Alors, et dès qu'il commence à sécréter ces gros anticorps, des pentamères, mais ces anticorps sont très lourds et passent mal dans le sang et le sérum. Alors, vous voyez, ces récepteurs, ces parties-là qui reconnaissent l'antigène, elles sont pas très spécifiques. C'est un répertoire de récepteurs qui est en son sein pour mapper, tester l'antigène présent pour voir si éventuellement un des cellules B a le récepteur parfait pour reconnaître cet antigène et l'éliminer. De cette réponse immunitaire primaire, vous avez la réponse immunitaire secondaire. Elle est appelée moléculaire. Pourquoi moléculaire? Parce qu'elle va sécréter des molécules, des anticorps, qui sont des protéines. Elle est aussi appelée adaptative parce qu'elle s'adapte. Le récepteur B qui va reconnaître l'antigène parfaitement, cette cellule B va donc aller vers ce qu'on appelle la maturation et faire que le récepteur qu'il va produire va être unique et spécifique cet antigène, plutôt à cet épitope. Je vais vous dire plus tard qu'est-ce que c'est qu'un épitope. Il va donc commencer à produire ce type d'anticorps. Ce ne sont plus les pentamères, mais ce sont des synchrotrophes où vous avez une chaîne légère là et une chaîne lourde. Vous voyez la taille par rapport à celle-ci, la taille est plus petite, passe mieux dans le sang, circulent mieux dans le sang et vont servir de marqueur d'antigène dans le sang et dans le tissu infecté. Pour voir comment se développe ces problèmes au niveau des ganglions, voici, j'ai sorti ici 2 ganglions. Ça, c'est un ganglion d'une personne qui n'a pas été infectée. Et là, c'est le ganglion d'une personne qui a été infectée. C'est ce qu'on appelle réactive lymph node. Vous voyez bien le niveau des noyaux. Ici, les noyaux sont beaucoup plus rapprochés parce que les cellules ici se multiplient, prolifèrent. Et donc, ça met une après une autre. Parce que là, ils sont un peu éparpillés parce qu'il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas besoin de proliférer. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle quand vous allez voir le médecin, quand vous allez à l'hôpital, on fait des analyses sanguines, on compte le nombre de globules blancs dans le sang. Si le nombre de globules blancs augmente dans le sang, ça c'est un signe d'infection. Parce que les globules blancs vont augmenter, se multiplier pour pouvoir contrôler le virus.
robuste ou l'agent infectif. Mais de cette transition de la réaction primaire à la réaction secondaire, il y a les cellules essentielles, les cellules dendritiques, que je vous ai, celles-ci. Alors, qu'est-ce qu'elles font? Ces cellules, elles font la phagocytose. Elles enveloppent l'agent pathogène, ici le virus, le digèrent dans son intérieur et expriment les molécules digérées au niveau des dendrites. Il va montrer aux cellules T et aux cellules B de dire voilà l'envahisseur, comment il se ressemble. Donc reconnaissez-le, reconnaissez sa marque et allez le chercher. En fait, c'est ça. Les B vont aller reconnaître cet épitope spécifique, comme il l'a reconnu là. Il va se différencier en une usine de fabrication d'anticorps contre ce petit élément, cet épitope. Les cellules T qui reconnaissent l'épitope là vont aller voir tout autour. Chaque fois, ils rencontrent une cellule qui a ce marqueur là, fusée. Il sécrète la perforine et tue la cellule. Lui, il va produire des balles pour pouvoir reconnaître l'agent envahisseur. Et lui, il va aller chercher autour toute personne, tout individu dans le corps qui a cette marque-là, il le fusille. Il ne cherche même pas s'il appartient au corps ou pas, il fusille. C'est ça la défense. Allons précisément au niveau de la réaction immunitaire primaire. Donc, comme j'avais dit, la réaction immunitaire primaire, vous avez donc les macrophages qui vont nettoyer. Ensuite, vous avez donc les cellules B qui vont produire les anticorps pentamères pour pouvoir mapper quelle est la structure de l'antigène, pour reconnaître quel récepteur est bon pour cet antigène-là, pour ensuite se différencier. Et ceci est fait, il va voir que la réaction secondaire va survenir. La réaction secondaire, elle va se caractériser par cette cellule B qui se transforme en plasmocyte et va commencer à sécréter des anticorps beaucoup plus appropriés contre l'épitope qui a été reconnu. Et donc, un produit en grande quantité, beaucoup plus spécifique. Il voit de l'infection à la production de cet anticorps, ça n'a pas pris du temps. C'est moins d'une semaine. Ça commence déjà à produire les anticorps pentamères. Mais pour que les anticorps de la réaction secondaire interviennent, c'est à peu près une semaine. Ça commence déjà à produire. Mais le pic survient après 2 semaines. Le pic des anticorps plus spécifiques, plus robustes, après 1 semaine, après 2 semaines. Donc, mais dans le cas où cette personne a eu cette infection première faite par l'antigène et qu'il y a ce développement de la première réaction, puis la deuxième réaction, imagine que après la réaction, de toute façon, les anticorps commencent à s'estomper. Le corps nettoie les anticorps qui ne sont pas utilisés. Mais entre deux, s'il y a une autre infection par le même agent qui survient, il va voir la réaction est plus rapide. Là, ça a pris 2 semaines pour arriver au pic, mais là, même pas une semaine, de là à là, la moitié de la semaine, tu as déjà la production d'anticorps là qui est déjà supérieure au pic de la première réaction immunitaire. Et dans 1 semaine, tu as déjà là, combien de fois c'est plus élevé, peut-être 10 fois d'anticorps cette réaction que la première réaction. Pourquoi ceci s'est passé? Parce que le système immunitaire a reconnu l'antigène, l'a éliminé et gardé les cellules B en mémoire qui, à la future rencontre avec l'antigène, va donc produire directement des anticorps qui sont spécifiques et ne passe plus par l'étape primaire de production des pentamères, puis la spécification et ensuite commencer à produire les anticorps de réaction secondaire. Mais elle passe directement à la réaction secondaire qui produit donc les meilleurs anticorps. Et ceci se fait grâce à ce mariage à 3. Vous avez la cellule dendritique qui présente les particules du virus digérées aux cellules T, aux cellules B. C'est ça qui a produit cette réaction robuste dès la seconde infection. Et c'est là où le vaccin est nécessaire. Cette première infection, c'est comme si elle avait éduqué le corps à se préparer pour une éventuelle infection. Cette production, comme je l'avais dit, cette adaptabilité de la réaction immunitaire secondaire se fait de manière complexe mais très sophistiquée. Vous avez donc la cellule B qui va être naïve dans le centroblast et dès qu'elle rencontre l'antigène la première fois, tu as donc les signaux qui vont venir, les cytokines, c'est-à-dire tous les macrophages qui viennent se regrouper pour chercher l'antigène, vont commencer à sécréter des petites protéines, des cytokines. C'est la réception de ces petites protéines au niveau de sa paroi qui vont donner le signal pour dire que tu dois commencer à te développer parce qu'il y a un envahisseur. Donc, elle va se multiplier. C'est donc ces cytokines de prolifération. Elles vont donc se proliférer pour faire plusieurs au niveau des centrocytes. C'est-à-dire qu'elles bougent des ganglions. Vous avez les ganglions, des parties des ganglions où les follicules sont là. Puis, dès qu'il y a le signal se passe, les cellules qui sont été dans le follicule vont évoluer à la surface pour se développer et proliférer. Ensuite, ces signaux-là vont continuer à se produire et ça va causer leur différenciation. Donc, la différenciation, dépendant de les cytokines reçues, le signal reçu, elle va se spécifier en une cellule qui va produire un certain type d'anticorps. Si tu prends celui-ci, donc reçoit ce signal de prolifération, c'est prolifère, puis reçoit ce signal d'interféron gamma et va se différencier pour produire un certain type d'anticorps. Donc, les anticorps IgG2A, les anticorps
anticorps IgG3. Tandis que ici, la même cellule, si elle reçoit le TGβ, elle va se différencier en un plasmocyte, mais qui produit des anticorps différents. Et la même chose, la même cellule qui reçoit l'interleukine 4 va plutôt se différencier et produire les anticorps IgG1 et IgE qui sont impliqués dans la réaction allergique, l'asthme et autres. Mais si cette même cellule reçoit que les signaux de prolifération, elle ne va pas se différencier. Elle va que se multiplier et continuer à produire les pentamères. C'est un système très sophistiqué. C'est là notre salut pour notre défense. Très bien organisé. C'est une armée bien organisée, bien structurée. Alors, donc, vous avez l'activation des cellules B qui prolifèrent et qui se maturent. La maturation permet donc à ces questions typiques des anticorps qui sont appropriés à l'agent qui a causé cette différenciation. Et ça, c'est ce qu'on voit au niveau de l'anticorps. C'est une protéine, vous voyez bien. Ça, c'est la partie FC, la partie qui est reconnue par les cellules phagocytaires. Là, ça, c'est la partie qui va donc s'enclencher avec les pathogènes. Alors, parlons maintenant du vaccin. C'est quoi un vaccin? C'est une substance utilisée pour stimuler la production d'anticorps et fournir une immunité contre une ou plusieurs maladies. Donc, son rôle, c'est de stimuler la production d'anticorps qui vont être efficaces contre la maladie. En ce cas, on va parler de l'antigène. C'est quoi un antigène? L'antigène, c'est l'agent infectieux, celui qui va causer la réaction immunitaire. C'est donc la substance étrangère induisant la réponse immunitaire dans le corps, particulièrement la production d'anticorps. Et de l'autre côté, vous avez l'anticorps. C'est aussi connu sous le nom de d'hémoglobine. C'est une protéine produite par le système immunitaire pour défendre l'autre contre l'invasion étrangère. Et là, vous avez la structure ici. Vous avez donc cette partie FC. Et là, vous avez le fragment qui est donc s'attaché au niveau de l'antigène. Fragment antigène binding. Vous avez une chaîne légère et une chaîne lourde. C'est ça l'anticorps. Et on prend ici le virus SARS-CoV-2. Vous regardez sa périphérie. Vous avez ces protéines-là, la protéine S, spike. C'est cette protéine qui permet de clamper sur les cellules infectées et permet d'entrer dans le récepteur ACE2. Ça, je l'ai déjà dit dans ma première présentation concernant le coronavirus. Donc, je pense pas qu'il y a besoin d'y revenir. Si quelqu'un est intéressé, toujours voir dans mon site. Alors, là, vous avez la membrane, la protéine membranaire, qui est glycoprotéine, couverte avec du sucre. C'est une protéine associée au sucre. Et là, la protéine membranique. Ensuite, vous avez l'enveloppe. Ça, ce sont les protéines qui sont à la surface, qui peuvent être reconnues par le système immunitaire et être la cible. Et donc, l'anticorps, il est produit par les plasmocytes, comme je vous l'ai montré là-bas. Ici, comment fabriquer le vaccin contre le SARS-CoV-2? C'est là où c'est intéressant. Le vaccin est préparé à partir de l'agent causal d'une maladie, de ses produits ou d'un substitut synthétique traité comme un antigène sans induire la maladie. Ça, c'est très important. Donc, pour fabriquer un vaccin, il faut d'abord avoir l'agent qui cause la maladie et qui soit dans son état à ne pas nuire. Si vous prenez un agent qui va rendre les gens malades, là, vous ne faites plus de vaccin. Vous êtes en train de contaminer les gens. Très important. Alors, comment fabriquer ce vaccin? Donc, on va donc chercher ce qui est au niveau exposé du virus. C'est exactement les parties, on appelle les parties immunogènes du virus. Et tout ça, c'est l'antigène. Chaque partie qui est là, c'est ce qu'on appelle l'épitope. C'est-à-dire chaque partie capable d'être reconnue par un anticorps est appelée épitope. Okay? Donc, vous avez ça qui pourrait être reconnu. Même la partie noire, ici la tige là pourrait être reconnue, le vert pourrait être reconnu, le rouge, ainsi de suite. Donc il faut que notre système immunitaire puisse reconnaître ces particules qui sont au niveau du virus. Et pour cela, on produit donc les anticorps et les cellules plasmocytes qui vont produire ces anticorps là. Et chaque anticorps va être capable de reconnaître un des épitopes. Celui-ci reconnaît cet épitope là, l'autre il reconnaît le vert. Donc cette partie qui s'attache à l'épitope s'appelle le paratope. Celui-ci il reconnaît donc la partie noire, la tige, et le rouge il reconnaît le rouge. Donc on a couvert le pan épitopique du virus. Et c'est là que nos cellules qui sont différenciées vont être capables de reconnaître un des épitopes ici par leur paratope. De là, comme nous avons vu ces particules au niveau du virus qui peuvent générer les anticorps, il faut donc définir la stratégie pour faire ce vaccin. Prenons le virus qu'on a tenu. On l'a tenu de telle sorte que le virus devient moins virulent, moins agressif et il va se proliférer moins. Donc on a le type sauvage du virus qu'on cultive, on le mute et on le cultive d'une manière ou d'une autre. On sélectionne les virus qui sont atténués, on les teste, on obtient la forme atténuée du virus. Et cette forme atténuée du virus, on formule, c'est-à-dire on ajoute des adjuvants pour en faire le vaccin. L'autre côté, on peut commencer par tuer le virus. On en fait une grande quantité, on le tue, et le tuer souvent, c'est la méthode la plus utilisée, c'est souvent la méthode thermique, c'est-à-dire avec la chaleur. On le fait à 70 degrés pendant 30 minutes, allez, 1 heure, pour être sûr qu'on a tué tous les virus. Puis, on les purifie, et on les formule. On formule donc les virus tués pour en faire
le vaccin. La troisième voie, c'est le génie génétique, c'est-à-dire que comme nous avons vu les particules qui constituent le virus, on sélectionne quelques protéines dedans qui sont capables de générer des anticorps, on les transforme, on les met dans un vecteur, on les clone, ce qu'on appelle le cloning, dans le labo, on les fait produire par des lignées cellulaires, on produit donc ces protéines-là et on prend ces protéines qu'on formule, on fait un vaccin. Donc, qu'est-ce qu'on a les avantages? Pour cette technique, le virus atténué, on a tout le virus en entier qu'on a utilisé. Donc, ça veut dire qu'on a le pan complet d'antigènes, la souche sauvage, le pan complet d'épitopes. Donc, on a la capacité de produire le maximum d'anticorps divers contre le virus. Donc, un spectrum complet d'anticorps. L'avantage de ça, c'est que ça ne doit pas prendre plus de temps. Donc, c'est un court terme. Et c'est ça qu'on a besoin à pareil moment. Quant au virus tué, on a possibilité d'avoir le pan complet. Mais est-ce que la méthode utilisée pour tuer le virus ne détruit pas certains épitopes? C'est la question qui doit se poser. Et aussi, c'est à court terme. Si on a préservé les épitopes, alors on peut avoir le pan complet d'anticorps. La troisième méthode, la génie génétique, là, on a un pan limité d'antigènes parce qu'on a fait que sélectionner quelques antigènes qu'on utilise. Et par contre, on aura des épitopes partiels. On n'a pas les épitopes complets. Et dans ce cas, on a un spectrum partiel d'anticorps. C'est normal parce qu'on n'a pas couvert tout le spectrum de l'antigène. Alors là, on a donc la réponse attendue. Mais le test qu'il va faire ici, c'est de voir est-ce que ces anticorps qui vont être générés par cette technique-là vont être suffisants pour éliminer le virus et pouvoir protéger le corps par l'infection d'un virus sauvage. Mais pourquoi ce vaccin est-il important? Prenons les données de l'OMS. Les vaccins sont parmi les interventions médicales les plus importantes pour réduire les maladies et les décès en cas de pandémie. C'est très clair. Là, à l'heure actuelle, n'ont plus aucun doute. C'est la pandémie parce que touche pratiquement toutes les régions du monde. La maladie a commencé à Wuhan, en Chine, mais aujourd'hui, il y a plus de morts en Europe qu'ailleurs. Et les États-Unis sont en train de faire pire. Donc, il est partout, en Afrique, en Australie. Donc, si vous regardez les facteurs qui sont en faveur de l'expansion de la maladie, vous avez la transmission interhumaine, la dispersion dans l'air, c'est-à-dire quelqu'un qui va éternuer, il peut tousser, le virus va être transféré à quelqu'un d'autre. Mais ce qu'on ne sait pas, on ne sait pas est-ce que c'est simplement par la transmission aérienne qui est la seule voie. Est-ce que le toucher, est-ce que le sang ne pourrait pas aussi transférer cette maladie? C'est ce qu'on ne sait pas encore. Et le pire, c'est que les voyages ont permis vraiment l'expansion de cette maladie. L'expansion internationale, c'est à cause des voyages. Les gens qui vont d'un pays à un autre, d'un continent à un autre. Et pour l'instant, on n'a pas de remède approprié qui dit voici le traitement atypique contre le COVID-19. Il n'y en a pas. Tout le traitement qu'on fait, c'est le traitement symptomatique. Et donc, la maladie, elle a encore du champ. Les facteurs contre, c'est-à-dire les facteurs qui peuvent nous poser en ce moment, c'est le confinement, le traitement symptomatique, comme je l'ai dit, et l'hydrochloride de Dr Raoul à Marseille, qui, semble-t-il, marche bien. Donc, on a peu de moyens pour arrêter ce virus. Et dans ce cas, oui bien, c'est un déséquilibre. Les facteurs favorables à la propagation du virus sont supérieurs aux facteurs de l'arrêter. Dans ces conditions-là, c'est le vaccin qui doit être la priorité plutôt que le traitement. Et que pour le vaccin, est-il vraiment sûr de participer aux essais? Bon, si nous prenons les trois techniques que j'ai proposées pour faire le vaccin. La première technique, on a le virus atténué. Le virus atténué, quels sont les risques qui sont concurrents à ça? C'est d'abord se poser la question, quelle a été l'efficacité de l'atténuation? Est-ce que le virus ne peut plus muter? Est-ce que cette mutation qui a été faite ne peut pas aussi perdre la spécificité? C'est-à-dire que, est-ce que la mutation qui a été infligée au virus n'altère pas des épitopes, de telle sorte qu'on ne peut plus avoir cette reconnaissance par les cellulités via le HLA? Aussi, le virus est prompt à la diversification, c'est ce qu'on appelle les quasi-species en anglais. C'est-à-dire qu'un virus va vous infecter, mais le lendemain, on en a des virions différents à cause de la mutation. Est-ce que cette atténuation a bloqué la mutation? Ok, si on ne bloque pas la mutation, on risque de perdre encore des épitopes. Est-ce que cette mutation va bloquer une autre mutation qui va causer le regain de la virulence du virus? Et dans ce cas, on aura une autre flambée d'infection qui va être là. Et la formulation, ça c'est pour les effets secondaires. Ça, comme tout vaccin, il y a toujours des effets secondaires. Il faut s'y attendre. Ce sont des risques qu'on a ici. Quant à la deuxième technique, on a tué le virus. La question c'est que est-ce qu'on a conservation d'épitopes? Quand on a utilisé la chaleur par exemple, est-ce qu'on n'a pas abîmé les épitopes pour que le système immunitaire reconnaisse parfaitement les antigènes et pouvoir fabriquer des anticorps appropriés contre le virus? Donc, toute la question sur la méthode de la mise à mort. Est-elle vraiment efficace dans la production des anticorps? Est-ce que cette méthode-là utilisée n'élimine pas les épitopes de sorte qu'on va affecter la mémoire immunitaire? Ce sont les questions qui vont se poser. Quant à le génie génétique, on a sélectionné quelques antigènes. Est-ce que le panel d'épitopes couvre vraiment le SARS-CoV-2 et pouvoir générer une mémoire immunitaire pour faire face au virus sauvage? Et
la question, est-ce qu'on a le temps pour faire cette technique-là? Donc, on se pose la question, sommes-nous vraiment sûrs de ce que nous faisons en atteignant le virus? Le risque le plus important, c'est de générer un regain de virulence et causer une autre flambée d'infection. En fait, rendre les gens malades. Pour la deuxième technique, c'est vraiment vérifier est-ce que la technique utilisée ici génère des antigènes propres pour produire des anticorps efficaces et une mémoire robuste dans le futur. Quant à la troisième méthode, génétique, avons-nous vraiment le temps? Mais si j'avais à choisir pour la méthode la plus sûre pour ne pas rendre les gens malades, c'est celle-ci. Celle-ci peut être utilisée. Mais celle-là, elle offre bien le panel complet d'anticorps, mais il y a vraiment des risques. Il y a le risque que le virus recouvre sa virulence et cause vraiment des dégâts. C'est là où je me pose des questions. Alors, l'autre question que je me suis posée, c'est où devrions-nous prioriser le vaccin? Qui doit recevoir ce vaccin en priorité? Qui doit le recevoir? Alors, selon les données de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, voici les chiffres du COVID-19 de 13/4/2020 à 2h du matin. Les cas confirmés 1 776 867. Les gens décédés 111 828. Ça, c'est tout le monde entier. Alors, si on prend la carte d'infection, vous voyez, en Europe, vous avez 913 349 personnes infectées, cas confirmés. En Amérique, vous en avez 610 742. L'Ouest Pacifique, 121 710 000. En Méditerranée, 102 710. En Asie Sud-Est, c'est 17 385. En Afrique, vous avez 10 259. Soit vous avez 51% des cas en Europe, plus 51% des cas en Europe, 34% des cas en Amérique, 6,9% en Western Pacifique, 6,8% en Méditerranée, 1% en Asie du Sud-Est et 0,6% en Afrique. Les chiffres disent le même. Qui doit être la priorité? Ça se voit. Alors, ajoutez à cela, regardons ce qu'on peut voir ici. L'infection interespèce du SARS-CoV-2. C'est pour voir l'origine de ce virus. Le séquençage du SARS-CoV-2 a montré que 88% d'identités avec les souches virales BAS-SL-CoV-Z1645 et le BAT-SL-CoV-ZX1621. Et ces deux virus viennent de la chauve-souris, ce qui donne des chances que ce virus vient de la chauve-souris. Et aussi, 50% de séquences qui est la même que le MERS-CoV, le virus zoonotique, infecte les hommes et les animaux, donc interespèces. Et semble également provenir de la chauve-souris. Le pangolin a été évoqué comme source du SARS-CoV-2, mais je n'ai pas trouvé de preuves en faisant ma recherche. Alors, la chauve-souris, il s'aventure avec ce virus-là. Le pangolin, il faut poser la question, je ne sais pas, parce que ma recherche ne m'a pas permis d'avoir des preuves qu'on en a trouvées. Mais apparemment, c'est simplement ce virus qui le lie avec le pangolin. Alors, l'Afrique ne devrait pas être la priorité pour les essais cliniques, vu que les chiffres de l'OMS le disent. L'Afrique n'a que 0,6% de cas confirmés jusqu'au 13 de ce mois. Et aussi, il faut savoir que comme le SARS-CoV-2 est originaire de la chauve-souris, les chauves-souris vivent partout sauf en Arctique, mais de préférence autour de l'équateur, c'est-à-dire les régions chaudes. Actuellement, les zones géographiques les plus infectées par le Covid sont l'Europe de l'Ouest, c'est-à-dire l'Italie, l'Espagne, France, la Chine, l'Iran, l'Amérique du Nord. Encore une fois, donner une raison qui doit recevoir ce vaccin, qui a plus besoin de ce vaccin. Alors, voici donc mon hypothèse. Comme le SARS-CoV-2 est originaire de la chauve-souris, les chauves-souris vivent dans les régions chaudes et boisées, c'est-à-dire probablement prises en Afrique, en Europe, et aussi l'interaction l'homme et la chauve-souris. La chauve-souris est quand même une nourriture pour certaines personnes, et beaucoup de personnes mangent le reste de la chauve-souris, c'est-à-dire le reste de fourrure. Les déchets de la chauve-souris, on est toujours en contact. Ceci donne, la combinaison de ces données favorise que l'éducation immunitaire, vu le contact que certaines personnes sont avec la chauve-souris, ces personnes ont probablement développé une réaction immunitaire et donc développé la mémoire immunitaire contre les épitopes préservés du coronavirus, notamment le SARS-CoV-2. Même s'ils n'ont pas été en contact avec le SARS-CoV-2, ils pourraient être en contact avec la famille du coronavirus. Donc, même si le SARS-CoV-2 a muté, il y a certainement des épitopes conservés, préservés, et que si une personne a été infectée en Inde avec la famille, les anticorps produits pourraient reconnaître ce virus-là. Et dans ce cas, la récupération rapide d'infection du SARS-CoV-2 va être beaucoup plus observée dans les zones où il y a les chauves-souris. Ça veut dire que les zones boisées et chaudes, on a donc plus de chances de les rencontrer en Afrique qu'en Europe. Mais ça me donne encore l'hypothèse que, voilà, les gens qui ont plus besoin de ce vaccin aujourd'hui, ce sont les gens qui vivent en Europe, en Amérique. Pas certainement ceux-là de l'hémisphère du Sud. Je pense pas. Et dans ce cas, je rejoins les deux, Didier Drogba et Eto, qui disent que l'Afrique ne peut pas être le fief d'essais cliniques pour le SARS-CoV-2. Je les soutiens. Je suis d'accord avec eux parce que, vu les données de l'OMS et vu la probabilité
possibilité de l'existence du virus et de son origine à partir de la chauve-souris, moi je pense que les Africains ont plus de chances d'être immunisés que les Européens eu égard au Covid-19. Donc je pense que les Européens doivent avoir la priorité de recevoir ce vaccin plutôt que les Africains. Et pour les gens qui sont beaucoup plus curieux d'aller voir mes références, ce sont les journaux que j'ai lus et les sites websites que j'ai consultés pour faire cette présentation. Et je ne peux finir cette présentation qui m'a permis donc de faire ce travail. Et je vous remercie beaucoup de votre temps, Dr. Sékou Diokou. Merci.